deux exemples. Donc, le premier exemple qui vous sera présenté maintenant, c'est sur la relation entre la chargée d'inventaire, qui est Anne-Sophie Rosel, voilà, qui est donc la responsable de la mission PADSEC en Normandie, de Christophe Dumouchet, qui est physicien au laboratoire Coria à l'UNR-CNRS de l'INSA de Rouen-Normandie, et puis aussi à l'université de Rouen-Normandie, et puis Anne Bidois, qui est sociologue, et qui nous suit depuis longtemps, et qui travaille au Dissolab, à l'université de Rouen-Normandie. Et je vous présenterai tout à l'heure le deuxième cas, mais j'en reste au premier pour l'instant. Voilà. Allez-y. Merci beaucoup Catherine et merci pour l'invitation à parler aujourd'hui. Donc, je suis Anne-Sophie Rosé, chargée d'inventaire pour la région Normandie. Donc aujourd'hui, on a choisi de parler de manière un peu informelle, de discuter à trois voix, donc avec Christophe qui est physicien, Anne qui est sociologue. On va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis longtemps, et l'idée c'est de montrer un petit peu les questions qu'on s'est posées ensemble par rapport à ces questions de patrimoine qui ne vont pas forcément au sein d'un laboratoire. Alors très rapidement quand même, et pour recontextualiser, donc en Normandie, la mission PADSEC est portée par un réseau régional qui s'appelle Résitech, et qui est lui-même porté par l'INSA de Rouen, qui est une école d'ingénieurs, en partenariat avec l'Université de Rouen et l'Université de Caen. Ce réseau, il a la spécificité de travailler avec des associations, mais aussi des musées. Donc la première convention, donc je vous situe la Normandie au cas où, la première convention a été signée en 2008, et entre 2008 et 2010, des travaux ont émergé au sein de différents laboratoires régionaux, et donc le partenariat avec Caen s'est concrétisé avec les premières conventions en 2019 et 2020. Donc l'idée, c'est de reprendre, d'être relais de toutes les missions dont vous avez parlé avant, Pascal Hortel et Catherine Pancas, c'est-à-dire sensibiliser les laboratoires à leur patrimoine et accompagner des démarches de sauvegarde, réaliser cette collecte d'inventaire, donc repérer les instruments. Mais évidemment, tout ça, ça ne peut se faire que s'il y a des interlocuteurs dans les laboratoires qui sont prêts à échanger et à faire part de leur connaissance. Donc, le laboratoire Coria, je vais passer là. Alors, on ne va pas arrêter de se passer le micro. Hein. Le laboratoire Coria est un laboratoire situé à Rouen, et je vais laisser Christophe en dire un mot. D'accord, bonjour. Donc, je suis Christophe Michel, je suis chercheur au laboratoire Coria. Je suis chercheur au CNRS, directeur de recherche, et j'ai aussi la charge d'être directeur adjoint de ce laboratoire. Alors, je vais vous le présenter. Alors, je ne sais pas à quel degré de détail vous voulez que j'arrête. Si je vais trop loin, vous me faites un signe, j'arrête. Déjà, c'est un laboratoire qui est sous 3 tutelles. L'Université de Rouen, l'INSA de Rouen, et puis le CNRS, hein, c'est-à-dire les chercheurs qui viennent de cette structure. En quantité de personnes, il y a à peu près 60, une petite soixantaine de chercheurs, enseignants-chercheurs. J'inclus ici les gens qui viennent de l'université, de l'INSA et du CNRS. En agents qui sont au laboratoire, qui sont des forces vives pour assister à la recherche, que ce soit des agents administratifs, techniques, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études, des aspects techniques aussi, des aspects administratifs. Il y a à peu près une petite trentaine de personnes. Et puis, c'est un laboratoire qui accueille, avec le turnover, on est à peu près à 62 continue, avec les stagiaires qui, en fonction du mois de l'année, sont nombreux. On approche des 200 personnes. Qu'est-ce que je peux raconter? Peut-être un tout petit peu la thématique de recherche du laboratoire. Je ne vais pas m'étendre, parce que ne partez pas au courant. On travaille sur la mécanique des flux. Vraiment, c'est le thème le plus simple que si vous voulez je peux faire, mais si vous ne comprenez pas, c'est pas très grave. C'est pourquoi les flux bougent, comment ils bougent, de quelle façon ils bougent. La spécificité du laboratoire, c'est de s'intéresser aux écoulements fluides qui ont une complexité. Plus c'est complexe, plus c'est chimique.
comme ça. C'est-à-dire, par exemple, les écoulements réactifs. Les écoulements réactifs, c'est quoi? C'est la combustion. C'est la combustion. La combustion, ça sert à quoi? Ça fait à démarrer des voitures, ça fait à aller sur la Lune, ça sert à faire le tour du monde en avion. Donc, tous ces domaines qu'impliquent ces applications-là, socio-économiques, tous les écoulements, quelles que soient leurs difficultés, c'est des choses qu'on étudie collaborativement. On les étudie de deux façons différentes, de plusieurs façons différentes, mais il y a quand même deux grands points que je peux mentionner. Le premier, c'est qu'on fait des approches expérimentales, d'où la présence. Je reviendrai peut-être plus en détail derrière ce que ça veut dire faire des expériences derrière, je fais un peu de suspense. Mais on a aussi une partie de cette activité à l'heure actuelle qui consiste à ce qu'on appelle faire du calcul de performance, c'est-à-dire faire de la modélisation numérique, de la simulation numérique complexe, de façon à. Est-ce que ça suffit ou est-ce que tu veux que je parle encore? Merci beaucoup. Donc, voilà, vous pouvez situer maintenant le laboratoire Coria. Donc, comme vous l'avez compris, il s'agit d'aller sauvegarder des instruments de la recherche. Et je vais me tourner vers un auditoire. Donc, un auditoire, je te laisse te présenter. Voilà. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Annie Toit. Je suis donc sociologue des sciences et des techniques à l'Université de Rouen. Et j'ai commencé ma carrière en travaillant sur les formations scientifiques et techniques en province, comment elles se structuraient, comment elles s'étaient créées. Et donc, j'étais, je dirais, pendant toute une première période de ma vie de chercheuse en sociologie, orientée vraiment sur la vie institutionnelle, sur les acteurs, sur les enseignants, les élèves. Voilà. Et puis, très vite, je me heurtais quand même à cette question du cadre matériel dans lequel évoluait, que ce soit, moi je travaillais initialement plus sur le 19e siècle, mais aussi au 20e siècle, le cadre matériel dans lequel évoluaient ces élèves, ces profs. Quand je dépouillais les archives, j'avais que des histoires d'amphi avec des flux d'eau et ce genre de choses, ou de matériel à acquérir. D'où cet intérêt un peu particulier qui est né pour les objets et les instruments de recherche. Et donc, j'ai fait partie presque depuis le début de cette aventure avec Resitech de sauvegarde du patrimoine scientifique, des instruments de la recherche, avec donc l'idée que ces instruments, ils portent en eux les traces de l'évolution de la recherche scientifique et qu'il faut les étudier, comprendre la place qu'ils occupent au même titre que certains chercheurs vont faire de la bibliométrie, voir l'évolution des publications ou vont s'intéresser au papier des chercheurs en eux-mêmes. Pour moi, ces objets techniques, enfin ces objets qui permettent de faire de la recherche scientifique, ce sont ces marqueurs du temps, ces traces, et ils nous permettent de voir la recherche en train de se faire, toutes ces pratiques, et aussi quelles sont les pratiques. On viendra peut-être un peu là-dessus après, sur les pratiques autour des objets. Mais... Merci beaucoup. Et d'un point de vue du Coria, Christophe, pourquoi penses-tu que l'instrumentation a un rôle intéressant? Qu'est-ce que ça représente au sein de votre laboratoire? La question, c'est quoi? C'est l'instrumentation. Ouais. L'instrumentation, elle est forcément essentielle, parce qu'on fait... Pardon. L'instrumentation, elle est forcément essentielle, parce qu'on a beaucoup d'activités expérimentales. Mais est-ce que c'était ça ta question, en fait? Oui. C'est tout, donc j'ai répondu. Voilà. Merci. Et donc comme disait Anne, l'intérêt c'était aussi de s'intéresser aux pratiques. Et donc tu fais partie depuis le début. Catherine Poincaré expliquait que dans chaque région il y avait un comité scientifique et un comité de pilotage. Tu fais partie depuis le début du comité scientifique et du comité de pilotage. Et donc très vite est né le désir de s'intéresser au patrimoine immatériel et à la mémoire des acteurs. Oui, c'est né peut-être pas la première année, mais très rapidement, avec l'idée qu'on accumulait des fiches d'inventaire, qu'on connaissait ces objets qui servaient à la recherche scientifique, mais que finalement,
moi, avec mon regard de sociologue, je m'interrogeais beaucoup sur la manière dont les scientifiques avaient travaillé avec ces objets, les scientifiques, mais aussi toutes les personnes dans les laboratoires, c'est-à-dire quelles étaient les pratiques autour de ces objets, qui les manipulait, et puis aussi quel était le rapport un petit peu parfois particulier des chercheurs, des techniciens, des membres de laboratoire à ces objets. Il y a tout un courant de la sociologie qui travaille sur ce rapport qu'on entretient avec la culture matérielle. Et donc, je me disais, il faut absolument qu'on arrive à comprendre ce lien particulier que parfois les chercheurs entretiennent aussi avec leur matériel d'expérimentation. Donc, c'est comme ça qu'est née, enfin, en échangeant dans le comité scientifique, l'idée de documenter cette question et de travailler sur les enjeux de mémoire matérielle, immatérielle. Pardon. Merci. Et donc, par rapport à notre thématique du jour, qui est l'interdisciplinarité, Anne a donc accompagné un projet de collecte d'archives orales d'un point de vue sociologique. Donc, on a mis en 2011 en place un stage de sociaux autour d'une collecte d'archives orales, autour d'un objet particulier qui a été développé pendant 30 ans dans un laboratoire qui s'appelle le groupe de physique des matériaux. Et puis, au vu des résultats tout à fait intéressants d'interviewer à la fois les techniciens, les ingénieurs, les physiciens qui étaient liés à cet objet-là, il y a eu une volonté de refaire un projet, mais cette fois à l'échelle d'un laboratoire entier, puisqu'on n'avait pas de thématique. Et c'est ce qui a été fait au Coria en 2015-2017. Donc, une collecte qui a concerné 38 témoins, dont les fondateurs du laboratoire, les différents corps de métier, et aussi le personnel administratif a été interrogé. Et donc, ces entretiens ont été transcrits. Donc là, c'est pour juste vous montrer que c'est des vrais gens qui sont derrière 38 personnes. Et donc, ça a donné lieu, il y a quelque temps, à la réalisation d'un documentaire qui se base justement sur ces différents entretiens. Donc, on a choisi de vous montrer des tout petits extraits qui illustrent bien comment cette collecte autour des instruments permet d'avoir des informations sur la pratique. Alors là, il y a un gros stress, on va voir si ça marche. Non. Recording in progress. Sorte d'image en 3 dimensions d'un objet. Le procédé holographique utilise une source laser dont on sépare le faisceau en 2 ondes identiques. Une onde est directement envoyée vers le champ photographique contenant une plaque argentique, alors que la seconde est d'abord réfléchie par l'objet avant d'être dirigée vers la chambre. C'est donc l'interférence de ces 2 ondes qui est enregistrée sur la plaque argentique. Une fois développée, éclairée par la source laser, l'image holographique se forme. Daniel Alano a tenté au sein du laboratoire d'optique d'adapter cette technique au phénomène rapide étudié au laboratoire de Pierre Vallon. On avait construit, juste avant que j'arrive, une espèce de petit baraquement à l'intérieur de la pièce pour qu'on ait un noir parfait, parce que la noire, c'est des temps de pause assez longs, justement. C'est des plaques holographiques, c'est des plaques argentiques avec une très très bonne résolution. Seulement, évidemment, l'inconvénient, c'est que ce n'est pas sensible. Donc, du coup, il fallait des temps de pause assez longs avec des sources de faible puissance, comme les lasers continus qu'on avait au départ. Ils faisaient quelques milliwatts, et avec ça, il fallait bien se faire la main. Vous savez, ce n'est pas avec ça que vous pouvez travailler par la suite. Pour obtenir un hologramme net d'un phénomène rapide, il faut pouvoir associer un éclairage puissant à un temps d'exposition très court. Au début des années 70, les lasers à impulsion, comme le laser à Moby, remplissent toutes ces conditions. Il est 1 milliard de fois plus puissant qu'un laser Moby, et son flash lumineux ne dure que quelques microsecondes. Mais le laboratoire n'a pas encore les moyens de s'offrir un laser de ce
discutant avec Trinité, qui était à l'époque, avait fait son service militaire au CEA. Et ouais, on a dit, il traîne dans la cave, on va peut-être aller faire un tour pour en récupérer un. Moi, le CEA avait les moyens. Il y avait des lasers, tout ce qui est plus intéressant. Il y avait un vieux laser qui était dans la cave. Il ne servait plus. C'est là que j'avais récupéré. On l'a mis au corps. On a commencé à faire des mesures laser. Le laser qui était en calme, mais qui a permis de démarrer et de montrer tout ce qu'on pouvait faire. Et ensuite, on a pu évidemment avoir des crédits, des lasers, des caméras. Très frustrant, mais donc là, on voit que l'éclairage de l'archive orale a permis non seulement de pouvoir contextualiser la pratique du laser, comment s'en servir au sein du laboratoire, et aussi de pouvoir documenter d'où venait ce laser. En l'occurrence, là, il avait été récupéré de manière un peu informelle au sein du CEA. Qu'est-ce que ça peut apporter pour le laboratoire? Ou est-ce que c'est des histoires dont vous avez connaissance? Alors, oui, je suis déjà suffisamment avancé pour comprendre de cette histoire. Je fais partie de la deuxième génération de chercheurs de ce laboratoire. J'ai pu naître avec des étudiants et j'ai vu sa croissance. Seul responsable, j'ai vu sa croissance. Je voudrais dire deux choses par rapport à ça, à ce que tu as dit tout à l'heure, parce que je trouve qu'on va très vite. J'avais plein de trucs dans la tête, il faut que je le sorte maintenant. Mais la première fois que Anne-Sophie est venue me voir en disant on va faire un truc sur la scientifique, ma première réaction, ça a été de me dire j'ai autre chose à faire. Et au fond, bon, c'est plutôt légal, on a discuté, et je me suis rendu compte d'abord que j'avais plein de choses à raconter, ça je l'ignorais. Que les choses que j'avais à raconter pouvaient intéresser les autres, ça aussi je l'ignorais. Et qu'au fond, en écoutant parler des autres, notamment à travers les enregistrements des collègues qu'on a fait, je me suis rendu compte que cette sauvegarde, cette désignation d'abord, pour moi, du patrimoine, la désignation, ça, c'est important, ça me permet de tracer, ça m'a permis de tracer une histoire, un chemin qui est l'ADN de ce laboratoire. C'est-à-dire qu'un instrument isolé n'a pas tellement de force, mais par contre, quand on regarde tous les éléments qui aujourd'hui sont classés dans le groupe de patrimoine qui ont traversé le laboratoire, racontent l'histoire de ce laboratoire, racontent son expansion, racontent ce qu'il a fait, ce qu'il va faire. Et là, je trouve ça vraiment très, très intéressant de le voir sur ce pays-là. L'exemple qu'on a vu là est particulièrement intéressant, ce premier laser à rubis. Donc, vous avez compris, c'est des sources de lumière extrêmement particulières, à la fois très hautes en énergie, très courtes en temps et très précises en longueur d'onde. Avec ça, on peut faire énormément de choses. Eh bien, ça a été la signature du Coria. Maintenant, le Coria, c'est un laboratoire qui est réputé pour le développement de diagnostics laser pour étudier les écoulements complexes. Donc, c'est vraiment le point essentiel d'une trajectoire que le laboratoire. Donc, évidemment, cet outil-là, ce truc-là qui avait été trouvé au CEA, est un élément important pour le Coria. En tant que tel, oui aussi, parce que c'est un vieux truc, et il n'a pas eu tant que ça, les lasers à rubis. Mais si on le rattache au Coria, ça a encore plus de valeur. La valeur objet du patrimoine est encore beaucoup plus forte parce que c'est vraiment le point de naissance de ce laboratoire. Il me semble. Merci, c'est parfait. Donc on a vu l'intérêt de la sauvegarde du patrimoine, mais donc de la sauvegarde de la mémoire orale, et il se pose encore un certain nombre de questionnements. Donc je te repasse. Oui, alors il se pose des questionnements, notamment sur cet enjeu dont tu viens de parler, Christophe, à savoir comment saisir en fait quels sont les moments clés et la place que ces objets ou ces protocoles de recherche et dispositifs techniques vont
occupé en fait dans la vie des laboratoires, la vie des chercheurs. Et ça, c'est vrai que on était passé par la vidéo en se disant que c'était important d'avoir le discours des chercheurs sur leur pratique aussi. Que c'était très intéressant aussi de comprendre voilà, ces petites histoires de matériel récupéré dans les caves, parce qu'en fait, dans le monde de la recherche, on sait qu'on procède beaucoup par ces formes de bricolage, en fait, quoi qu'on en dise. Mais c'est vrai que se pose encore un certain nombre de questions, c'est-à-dire que, par exemple, et c'était un peu le constat qu'on avait fait à l'issue du premier film qu'on avait fait sur la sonde atomique, il y a quand même dans la vie d'un laboratoire, en entrant par les objets, moi j'avais le secret espoir qu'on arrive à faire parler un petit peu des gens de statuts différents, enfin, qui pourraient faire le récit de leur travail autour de ces objets, avec ces objets. C'est vrai qu'on a eu un petit peu de mal à le faire et que même si cette fois-ci on a fait un gros effort pour réussir aux efforts de négociation, hein, c'est ça que je veux dire. Pour réussir à avoir des extraits d'entretien avec des gens voilà, de différentes générations, des hommes, des femmes, des techniciens, des chercheurs. C'est vrai qu'on n'a pas tout le monde dans le laboratoire et donc ça, c'est parfois un peu frustrant. Mais se pose aussi la question, là, vous voyez, sur l'extrait qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'on a une démonstration, on arrive à filmer des éléments autour de l'objet, mais finalement, le geste technique lui-même autour de l'objet, on est encore un peu en difficulté, surtout quand il s'agit d'objets dont on n'a qu'une partie, par exemple, ou d'objets qui ne sont plus en état de fonctionnement. Donc, se pose cette question de tout ce qu'on ne voit pas, en fait. Autour du geste et autour de la vie autour de ces objets scientifiques. Et puis aussi la transmission, parce que c'est vrai que dans les entretiens, parfois, les gens nous disaient voilà, il y avait un apprentissage autour de l'expérimentation et comment manipuler l'objet. Et ça, c'est vrai que cette question de comment l'apprentissage s'est fait pour les doctorants et puis les futurs membres du laboratoire, comment cet apprentissage se fait, comment ce geste est transmis, ça c'est aussi une question sur laquelle on est encore en train de travailler. Merci Anne. Et dans la lignée des questions sur lesquelles on s'interroge, Christophe, tu disais que le laboratoire de dosimétrie, c'est le développement du diagnostic par l'optique et par les lasers. Il y a un autre grand pan qu'on a eu du mal à documenter, c'est tout ce qui va concerner les outils numériques. Je te laisse en parler. Oh, ben, il n'y a aucun problème, je peux parler de ça aussi. Oui, alors, j'avais envie de parler d'autre chose. Non, mais parle d'autre chose. D'accord. C'est de la discussion entre nous. La question de la pratique, de savoir-faire. Moi, je ne sais pas si c'est correct par rapport à votre vocabulaire. Moi, derrière le mot pratique, je mets savoir-faire. C'est-à-dire ce qu'on fait avec les mains. Ce qu'on fait ou ce qu'on a fait avec les mains, il n'est pas forcément à transmettre, mais parfois c'est à détransmettre. C'est-à-dire, surtout, c'est pas comme ça. C'est aussi ça qu'on apprend. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui me laisse un peu perplexe. J'avoue, je ne sais même pas, j'ai envie d'en parler, mais je ne sais pas quoi dire. C'est un peu comme ça que ça se passe dans mon esprit. Mais je vais peut-être vous situer le domaine de ma réflexion. Dans le laboratoire, je vous ai expliqué qu'on faisait beaucoup de démarches expérimentales. La démarche expérimentale, ça veut dire qu'on reproduit le phénomène physique qu'on veut étudier, et puis on va amener autour de ce phénomène physique des diagnostics, des objets pour mesurer tel quantité. Ce qu'on a toujours fait au laboratoire, c'est, non pas parce qu'on est plus malin que les autres, mais c'est juste parce qu'on n'avait pas le choix, de bien comprendre ça, c'est qu'on a toujours développé de la technique dont on avait besoin. Quand il a fallu mesurer les températures dans les flammes, il n'y avait pas de magasin, donc on pouvait acheter un instrument pour mesurer la température. On développe. Quand on a voulu mesurer la taille des toutes petites particules qui sont. C'est ça? Pardon. Pardon, excusez-moi. Alors, il fallait. Faut te suivre. En tout cas, donc à chaque fois qu'on a quelque chose à mesurer, la plupart du temps, on n'a pas l'appareil qui convient, il faut le développer. Et le développer, ça veut dire utiliser des appareils, des éléments, des instruments, une source laser,
un capteur particulier et développer soi-même sa propre technique de mesure, avec la théorie qui va derrière, de façon à dire, si je mesure ça, grâce à la théorie, je sais comment je peux mesurer cette chose. Donc, ce truc-là, ça change tout le temps. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui va faire une thèse sur ce sujet-là, la moitié de ça peut être perdu parce que la thèse suivante parlera d'autre chose. On n'aura pas forcément besoin de ça. Cette chose est très complexe. Alors, ça se publie un peu dans les articles scientifiques. On publie un peu ces machins-là. Mais n'empêche que les articles scientifiques, eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est le résultat physique à la fin. On ne va pas passer la moitié de l'article à expliquer le plus gros du temps passé au développement du diagnostic, sauf quand c'est un diagnostic vraiment qui fait vraiment avancer la machine. Donc là, il y a vraiment quelque chose du domaine de je ne sais pas quoi qui sera très compliqué à conserver, à transmettre. Je ne sais pas de quel patrimoine il s'agit. Et tu me parlais de la simulation numérique. Alors, la simulation numérique, oui. Alors, là, ça, c'est encore autre chose, ce truc, parce que la simulation numérique, et d'ailleurs, pas que la simulation numérique, même l'expérience aujourd'hui, grâce aux avancées, notamment aux capacités informatiques qu'on a, crée énormément de données. Donc, maintenant, une expérience a produit énormément de quantité de données. La simulation numérique, c'est un petit peu pareil. Ça produit énormément de données. C'est une approche qui est différente de l'expérience. L'expérience va permettre, grâce à une mesure, d'avoir accès à un mécanisme. Alors que la simulation numérique, elle, si elle est bien faite, elle contient tous les mécanismes. Et il faut qu'elle contienne tous les mécanismes pour qu'elle soit proche de la réalité. Vous comprenez? Donc, on a ici deux approches tout à fait différentes. Le problème, c'est que la simulation numérique, c'est-à-dire reproduire par calcul, c'est jamais complètement la vérité. C'est très simple. Il y a toujours un moment où c'est plus la vérité. Et ce moment-là, il faut toujours essayer de l'améliorer. Et à ces connaissances-là, c'est des choses, je ne sais pas comment c'est des choses qu'on peut conserver, enfin, de quelle façon ça se passe. D'un point de vue légal, je crois savoir qu'un code numérique, par exemple, un code numérique qui fait un certain nombre de choses, il est protégé dans ce qu'il fait. Il n'est pas protégé dans ce qu'il fait. Il est protégé par l'écriture. C'est-à-dire que si vous prenez exactement les mêmes, si vous écrivez avec un autre langage informatique, de façon à ce qu'il fasse un code de calcul qui fait exactement la même chose, vous avez le droit de le faire. Donc, on ne comprend pas très bien où est la propriété, où est la plus-value. Est-ce que c'est dans l'écriture, dans ce que ça fait? Ça pose vraiment des questions sur ce qu'est aujourd'hui voilà, l'information importante, ou en tout cas désignée comme telle, d'un travail qui est purement immatériel, qui est celui de la simulation numérique. Merci beaucoup, Christophe. Et donc, avec toute cette complexité que tu as exposée, d'un point de vue de la sauvegarde des logiciels, c'est des questions qui se posent déjà dans différents réseaux et sur lesquelles on essaie très, très modestement de réfléchir aussi, peut-être pour documenter certains codes qui seraient importants pour telle ou telle expérience. Alors, pour terminer, en côté, on vous propose un dernier extrait du documentaire qui permet de comprendre cette place entre simulation numérique, modélisation et expérience. Le son, je ne sais plus comment. Pardon. L'imagerie expérimentale, le diagnostic expérimental de l'imagerie est essentiel. Il est très souvent, il faut le manipuler
avec beaucoup de talent, pour pas dire des bêtises. Dans certaines situations, il va être suffisant, dans d'autres situations, on va pouvoir évaluer ce qu'il perd, et dans d'autres situations, il est très compliqué. Là, la simulation numérique, qui maintenant est capable de reproduire ces mécanismes-là, elle va pouvoir. La taille des gouttelettes, ou bien leur vitesse d'évaporation, mais on ne va pas accéder en même temps à la fois la vitesse, la température du supporteur, enfin, oui, donc, souvent avec l'expérimental, parce que ça requiert des moyens très poussés, très sophistiqués, on n'accède qu'à un volet de la physique, on n'a pas l'intégralité. En modélisation ou en simulation, a priori, sur réserve par exemple toutes les équations au départ, mais on a accès à tout. La simulation numérique apporte normalement des quantités d'informations qui sont d'une précision où des fois l'expérimentateur peut se dire à quoi ça va servir de faire une mesure qui n'est jamais parfaite dans le vrai milieu, alors que la simulation commence à être très complexe. Mais la simulation a toujours besoin d'être cadrée parce que la réalité est d'une telle complexité qu'on a quand même besoin d'avoir des points de validation. Donc des points de validation qui peuvent être simplifiés par rapport à la condition réelle, du moteur de fusée ou du moteur d'avion, mais on va vérifier dans une condition complexe de laboratoire que le code est capable de faire ça. S'il n'est pas capable de faire la condition de laboratoire, non, on est capable de faire des mesures, il n'est sûrement pas capable de faire le moteur d'avion. Donc en fait, on a une continuité maintenant, une vraie complémentarité entre faire des mesures très fines, peut-être dans des conditions simplifiées par rapport à la réalité technologique, mais pas simplifiées dans la réalité du phénomène physique, et la simulation. Si on travaille tous ensemble, on a un vrai continuum, et je pense que maintenant, les choses se sont établies sur la nécessité de cet ensemble. Merci. Donc, c'était pour terminer. Est-ce que je vous laisse le mot de la fin? Monsieur? Le mot de la fin. Du coup, je fais le mot de la fin. Pour revenir un petit peu sur toute la force aussi qu'a eu ce film et la force de l'exercice de visualiser les choses. Pour faire ce film, évidemment, on a eu recours à un réalisateur de grande qualité. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est aussi toute la dimension poétique autour des images, autour de la lumière. Alors, effectivement, c'était un objet plus facile à mettre en scène, mais
une part de ce qui nous manquait dans les entretiens. Les entretiens filmés, c'était toute la dimension aussi un peu d'émotion des chercheurs. Et c'est vrai que ce film, avec la musique, la mise en valeur, véhicule ça, ou du moins suscite ça. Donc c'est vrai que voilà, c'est un nouvel outil encore pour essayer de transmettre autour de ce patrimoine, même s'il est assez limite. Je vais dire le mot de la fin. Oui, évidemment, je ne vais pas expliquer tout ce qu'on dit au laboratoire, c'était pas de ça. Mais une des techniques qu'on utilise beaucoup au laboratoire pour faire des mesures, c'est l'imagerie. Donc, effectivement, ça se traitait tout particulièrement au traitement par un film qui, je pense, est un métier intéressant pour parler de l'activité scientifique. Le film, ça peut être un moyen qui peut apporter quelque chose. Non, mais qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis très content d'être là. Donc, c'est bien parce que finalement, cette aventure, elle a été très sympathique. On s'est vu plusieurs fois, le moment du tournage, ça a été très intéressant. Et c'est vrai que ça nous a fait porter un regard un petit peu différent sur notre laboratoire, en tant qu'objet. Les murs, les thèmes, quand il a fallu trouver un endroit pour tourner. Donc, rien que ça, on regarde le laboratoire comme un espace différemment, et puis le fait de voir un metteur en scène, on redécouvre avec des yeux nouveaux un endroit, un quotidien de travail, et ça redonne une dimension très intéressante. Donc, c'était peut-être pas le but de la faire, mais je crois que ça compte aussi. Merci. De prendre quelques questions à l'issue de l'exposé, et puis ensuite on écoutera la Bourgogne, et puis on fera une discussion générale. Donc, comme ça, ça sera peut-être un peu plus pratique. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation en 3 mois et qui est très chouette. Et en effet, félicitations au réalisateur, je vous disais en regardant le film, la musique est super, très bien. J'avais une question sur, quand vous parlez du futur, de comment on pense notre patrimoine scientifique dans le futur, et notamment avec le numérique, et il m'a semblé, monsieur le physicien, que vous liez, vers la fin de ce que vous disiez, que vous faisiez un lien entre patrimoine et propriété du code. Et alors, pourquoi? Est-ce que c'est par hasard ou pas? Et par provocation, qu'est-ce qui empêche de conserver un patrimoine open source, mais de participer à cette conservation-là? Merci. Ah oui, alors, oui, très bien, vous permettez de faire un regard différent sur ce que je viens de dire. C'est quoi le patrimoine? Propriété et patrimoine, non, la question que je me posais, c'est qu'est-ce qui compte finalement? Est-ce que c'est l'objet qui reçoit la propriété industrielle, ou est-ce que c'est ailleurs que ça se passe? On a l'impression que si un objet, quelque chose, peut avoir accès à cette protection industrielle, on dit que c'est que ça va compter. Forcément, ça va rapporter quelque chose. Et je me demandais si c'était vraiment là que ça se passait. Et peut-être que ce n'est pas tout à fait là que ça se passe toujours. C'est ça que je veux dire. Et ça soulève la question de pourquoi le patrimoine est aussi considéré en tant que propriété en propriété réalisable. Ah, quoi? Propriété réalisable. Ah oui, d'accord. En même temps, c'est un mot qui n'existe pas. Non, mais on l'utilise aussi. Il n'existe pas, mais ce n'est pas le même. Voilà, est-ce que ce qui est patrimoine, c'est donc ce qui a été propriété, et qu'est-ce qu'on fait de tous ces intermédiaires qui ne sont pas forcément. C'est juste ça. C'est une question pour. Peut-être garder ça pour la discussion finale. Parce que c'est ça englobe plus sur les logiciels et la patrimonialisation des logiciels. Il y a un énorme projet qui s'appelle Software Heritage, qui est porté par un directeur de recherche de l'IRIA, Roberto Di Cosmo, et qui a justement pour vocation de conserver l'ensemble des logiciels libres de la planète avec leur code source. Ils en sont à quelques teraoctets.
question peut-être un peu plus directe aux physiciens, à la sociologue et à la charge de mission. Vous n'avez pas développé de problème de compréhension et de langage. Or, voilà, je pense que non, ça ne s'est pas posé, donc j'aimerais bien vous entendre. Deuxième question, cette fois-ci aux physiciens, c'est que est-ce que ce travail autour des objets vous a fait aussi réfléchir dans une dimension d'histoire des sciences et des technologies? C'est-à-dire que la question des instruments scientifiques pose quand même la question du progrès dans votre vie. Et ça, est-ce que vous l'avez perçu, éventuellement formalisé? Alors, on commence par quoi? La première, c'est la question du langage. La question du langage. Si, on a eu besoin de. Oui, quand même. Moi, je me demandais ce qu'il y a comme ça, quand même. Les conteneurs, le matériel, tout ça, me montre les appareils. Ouais, alors peut-être pas sur les mots, en tout cas. Si tu sur les mots, mais pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te montre? Et pourquoi c'est important pour toi? Mais c'est cette démarche-là qu'il fallait qu'on s'accorde. Et puis je lui ai fait confiance. Oui, donc avec Christophe, ça va parce que tu es très pédagogue, tu expliques assez bien les choses, mais en effet, avec certains physiciens, ingénieurs, techniciens, qu'importe le cœur de métier, il y a lors de la collecte quelques moments où on peut décrocher un petit peu, mais il se passe souvent, je pense que c'est un mystère de l'humain peut-être, je ne sais pas, comme quand on discute avec quelqu'un de banque étrangère, on arrive à saisir les choses quand même, à comprendre grosso modo où on va en venir. Et donc on arrive, tant bien que mal, à recycler, puis il y a des retours de validation, et puis il y a un travail derrière qui permet de revoir les choses. Voilà, donc il peut y avoir des difficultés de langage, mais l'échange humain fait la communication parvient à faire tomber. Oui, je crois qu'on n'a pas présenté le dispositif qu'on avait mis en place justement pour travailler. C'est-à-dire la première phase, je dirais, de collecte et de discussion avec des échanges informels et puis des échanges, voilà, donc des entretiens pleinement formels. Puis après, il y a eu la réunion d'un groupe de travail avec le réalisateur pour travailler. Et là, on est vraiment rentré dans des choses de compréhension vraiment ce que c'est que la physique, quelle expérience, ce que c'est que la physique, mais du travail que vous faisiez en fait, parce que en tous les cas, pour moi, sociologue, c'est une très très éloigné sur la compréhension, le réalisateur, voilà aussi, et puis Anne-Sophie qui est, à force de faire de la collecte aussi, je pense que tu es plus opaque que nous, et donc ça a permis de travailler ensemble, d'essayer de comprendre, de se poser des questions, et d'oser se poser des questions, et d'oser vous poser des questions, pour, je pense, après gagner la compréhension. Non, c'est juste pour compléter ce que tu disais, il y a aussi la question de ce qu'on en fait et à qui on s'adresse. C'est beaucoup de trouver le juste milieu. Alors ça, pour les fiches d'inventaire ou pour un projet comme documentaire, ça peut être à des niveaux différents, mais c'est vrai qu'il y a sans cesse un doute pour ne pas trop vulgariser et être trop loin de vos cœurs de recherche, et en même temps essayer de trouver des clés de compréhension pour que puisse appréhender les gros enjeux des thématiques. Donc ça, c'est vrai que c'est un juste. Oui, d'autant que ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui est difficile à dire. Alors, oui, c'est le moment du champ patrimonial qui permet aussi de réfléchir à l'histoire de notre propre discipline, à un jalon historique important, en fait, je ne sais pas exactement comment répondre à la question, mais je vais peut-être dire un truc qui va alimenter la discussion sur ce point-là. Je ne sais pas comment vous représentez la recherche physique. Je ne sais pas comment vous l'imaginez. Mais en fait, très souvent, elle n'est pas uniquement motivée par des questions. Des questions, bien sûr. Mais ce n'est pas forcément l'unique motivation. Des fois, elle est aussi motivée parce qu'on a des possibilités. Et les possibilités, elles apparaissent justement grâce aux instruments. Tiens, maintenant on sait faire ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce truc? Est-ce que ça peut nous amener quelque chose?
Ça veut dire que notre recherche, surtout au laboratoire, au Cornell, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre spécificité, c'est de produire ses propres techniques de mesure. L'évolution scientifique et les questions qui ont été abordées et qui ont été traitées sont complètement liées aux capacités technologiques, techniques disponibles à ce moment-là. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à la question, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas un hasard, mais les choses se construisent en même temps. Ou est-ce qu'effectivement, il a quand même capté un moment essentiel dans la vie et du laboratoire, mais et de votre recherche? Alors, probablement plus sur le premier point que sur le deuxième. Parce que sur ce qu'il raconte de notre recherche, il est quand même assez. On ne dit pas vulgaire. C'est pas ça. Mais, voilà, il est quand même très compliqué. Donc, il n'est pas tout à fait. Plus, ça ne traite pas de toutes les activités du laboratoire. Il se trouve que peut-être, oui, c'est un moment du laboratoire, un moment particulier. Alors, je ne pense pas que le fait d'avoir fait ce film ait la raison. Il se trouve que je crois que le laboratoire est en train de passer à un point. Voilà, c'est une petite génération. Et j'en veux pour preuve que, par exemple, ça, c'est que des grandes ressources financières du laboratoire c'était l'industrie automobile. Donc, vous comprenez tout de suite qu'aujourd'hui, c'est autre chose. Voilà, je n'en connais pas plus, mais je peux développer si vous voulez. Un point de contexte, ce documentaire il a été fait vraiment au nom du patrimoine de la recherche régionale. Ce n'est pas un film de commande. D'ailleurs, la direction n'a pas validé un scénario. Le groupe de travail a simplement validé les questions scientifiques, justement, pour pas être trop loin de la vérité, même si c'est un peu vulgaire. Mais il n'y a pas, ce n'est pas un film de communication, de commande. Voilà. J'ai une question qui était quid des résultats bruts? En fait, est-ce que vous considérez que c'est un patrimoine? Alors, par exemple, moi, je suis biologiste. Au départ, il y a 30 ans, on avait des autoradiogrammes. Bon, ça n'existe plus du tout. C'était quelque chose de tout à fait matériel. Et ça n'est pas du tout publié. Donc, c'est des choses qui sont un patrimoine qui va disparaître. Et la deuxième partie de la question, c'est quel lien entre ce que vous faites et les démarches de sciences ouvertes? Parce qu'il y a il y a une interface forte quand même. Alors, je pense que c'est patrimoine, Catherine. C'est une question. Non, juste, en fait, la démarche qui a toujours existé dans cette collecte du futur d'un matériel scientifique et technique, peut-être un jour patrimonial, c'est de partir de l'instrument, bien sûr, et puis d'y ajouter des informations complémentaires, comme on disait, enfin complémentaires, oui, au sens noble du terme, c'est-à-dire il y a plein de compléments, dont les savoir-faire, mais il y a aussi effectivement de montrer jusqu'au bout les résultats de la recherche, bien sûr, mais ce n'est pas le résultat de la recherche qui est l'objet central, c'est l'instrument, et autour de l'instrument, cet instrument a permis de faire telle et telle chose, et on voit le résultat. Donc, ça veut dire qu'on garde, par exemple, ce que vous dites, je ne sais pas comment vous appelez ça, le matériel sorti d'un ordinateur ou d'un appareil de mesure quel qu'il soit, on garde ça comme pièce complémentaire quand on va garder la notice explicative si on la trouve, quand on va garder le cahier de laboratoire qu'on ne trouve plus parce qu'ils sont bien avant déjà pris par les archives, ce qui est normal aujourd'hui. Etc., etc. Oui, ça fait partie des apports complémentaires d'informations qui rentrent autour de l'objet patrimonial. Futurement, enfin, peut-être un jour patrimonial, parce qu'encore une fois, nous, on emploie vraiment le mot patrimoine, mais tout ce qu'on fait là n'est pas encore du patrimoine au sens strict, en tant qu'il n'est pas protégé. Enfin, ça devient, mais disons qu'on développe autour les actions qui amènent à la patrimonialisation, mais il faut passer après par un démarche ou par d'autres types de protection officielle. Mais ce genre d'objet, oui.
Et les cahiers de labo en particulier, donc ces cahiers de labo, ils sont déposés aux archives. Parce que j'ai jamais entendu parler de cahiers de labo dans des archives. Ça, la question de la collecte des travaux des chercheurs professionnels, j'ai effectivement se sont emparés bien avant, disons, les musées, on va dire, des archivistes, parce que ça fait partie de leur mission, pour le coup, de collecter de manière organique ce qui doit subsister d'une organisation, que ce soit pour des raisons légales ou après ça pour des raisons de documentation historique. Donc, les cahiers de laboratoire, si les choses avaient été très bien faites depuis très longtemps, seraient tous rangés dans des couverts d'archives et maintenant tous les archivistes seraient passés au numérique et donc qui conserveraient de manière plus bonne avec beaucoup plus de frais, donc peut-être des moyens un peu trop importants pour les organisations, mais avec des tri qui seraient faits. Donc oui, cette question, en principe, dans un monde idéal, les résultats de la recherche, notamment de la recherche publique, probablement, il y aurait eu la même chose dans le monde privé, seraient conservés, notamment les cahiers de laboratoire, qui sont quand même un outil emblématique et extrêmement complet d'un certain nombre de pratiques professionnelles dans le domaine scientifique. En fait, c'est une remarque. En regardant le film et en me disant écoutez, j'ai trouvé que vous aviez, ça fait le lien avec la science ouverte, une façon d'avoir des métadonnées autour de vos appareils qui étaient très poétiques. Et donc, voilà, c'est ça. Mais ça me donnait des idées sur justement comment on pourrait rendre un peu plus attrayant les métadonnées, qui sont des trucs évidemment nécessairement techniques et avec des codes, etc. Moi, je trouve ça particulièrement utile et particulièrement barbant à regarder. Et donc, en vous écoutant, je réfléchissais à comment on pourrait faire des métadonnées attractives. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à voir là-dessus. Et je finis, je repasse le micro, une anecdote dans une revue de mon labo il y a longtemps. Il y avait un agitateur qui avait été mis au revue, qui ne servait plus. Et quelques jours après, on avait un petit post-it dessus. Il y avait marqué « Adieu, monde cruel ». Ça dit beaucoup sur les relations entre les techniciens et les chercheurs qui utilisaient et ces appareils. D'autres remarques, questions? Oui, sinon on va peut-être passer à l'exposé suivant, puis on reprendra la discussion après.